Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, c'est une interview que vous allez avoir le plaisir de pouvoir regarder et c'est Violaine Riefolo que j'ai invitée. Alors pourquoi j'ai invité Violaine? Eh bien tout simplement parce que pour moi, c'est une des personnes les plus inspirantes de mon entourage. Alors pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que j'ai fait tout un parcours avec elle. Donc par exemple, mon parcours chez Isabelle Filiosa, je l'ai commencé avec la grammaire des émotions et c'était Violaine qui le donnait. J'en parle dans une de mes vidéos. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Le deuxième élément, c'est qu'elle a animé énormément de modules lors de ma formation de coach parental chez Isabelle Filiosa et c'est une formation qui a changé ma vie. Donc, euh, donc voilà, elle a fait partie de ce chemin-là. Et j'ai continué quelques formations avec elle, comme par exemple celle de conférencier et formateur et maintenant celle de médiation par les pairs, je vais y arriver. Donc j'ai vraiment hâte de vous faire rencontrer Violaine Riefolo et j'espère que vous allez être ravis de cette rencontre vous aussi. Bonjour Violaine, Bonjour Maëlys, comment vas-tu? merci pour cette présentation qui m'émeut profondément. Je vais Moi bien. c'est avec beaucoup de plaisir que vraiment je t'accueille sur cette chaîne YouTube. Merci infiniment de ton invitation. Alors ma première question, ce serait, est-ce que tu saurais te présenter en 5 mots ou en 5 phrases? 5 mots. Pour une grande bavarde comme moi, c'est un vrai choix, Challenge. un vrai challenge, exactement. Alors 5 mots, je commencerai par, je suis sûre que tu sais, liberté. Ah ouais. J'ai à cœur de me sentir libre, d'agir, de vivre, vraiment dans le sens de la vie, avec toutes les potentialités que ça représente, avec toute l'énergie que j'ai de, de- d'élan, de ma puissance de femme en fait. Mhm. Et la liberté, c'est au cœur de mon chemin Oui, depuis et je de dois nombreuses avouer années. que moi, dans les formations que j'ai eues avec toi, c'est également quelque chose que tu transmets. C'est la liberté Mm, de l'autre aussi. oui. Bah, c'est intéressant que tu me dises ça maintenant parce que ça nous amène au deuxième mot. Le deuxième mot, c'est congruence. C'est un mot que j'ai fait mien. C'est pas un mot que j'aime en termes de sonorité, vraiment, congruence. Par contre, j'aime l'idée qu'il véhicule, c'est-à-dire d'être vraiment en accord entre ma pensée, mon enseignement, parce que c'est un mot que je relie énormément à ma posture de formatrice, et ce que je suis profondément. Donc, j'ai envie de dire, je me, vraiment enseigner qui je suis et être ce que j'enseigne. Mhm. Mhm. Un qui me vient assez naturellement aussi, c'est créativité, Mhm. parce que la créativité est au cœur de ma vie elle aussi, qu'elle soit artisanale, artistique, mais simplement aussi, enfin simplement, je ne sais pas si simplement c'est le bon mot, mais créer sa vie, créer sa propre vie. J'ai l'impression que des fois on me demande depuis combien de temps, et j'ai envie de dire depuis 54 ans. Ah. Parce que c'est comme si j'ai commencé à créer ma vie en naissant, en fait. Mhm. Un D'ailleurs, mot, tu n'es pas que artiste aussi dans le domaine de la formation, tu es aussi artiste d'un point de vue, je veux dire, au sens entre guillemets premier du terme. Tu as donc le chant, tu as le côté musical, tu as également, pour ceux qui suivent régulièrement ma chaîne YouTube, vous pouvez voir, il y a un des dessins de Violaine qui est dans le fond de mon bureau, donc pas ici, hein, parce que ah oui. c'est pas le même genre d'œuvre d'art. Mais oui, il y en a une, vous pouvez regarder. Oui, oui. Bah, c'est un vrai besoin pour moi de créer aussi cet endroit parce que j'ai besoin que mes mains soient également actrices. Et c'est vrai que en dessinant, en faisant de la musique ou en faisant de la mosaïque ou en faisant des tas de bricolage, c'est une façon pour moi d'être aussi en lien avec moi-même. C'est des endroits où, comme avec la méditation, si tu veux, je reviens vraiment, surtout avec les dessins. Avec le dessin, je reviens vraiment à l'intérieur de moi et ça me permet un temps de pause assez utile dans ma vie, puisque toi qui me connais bien, tu sais que je suis plutôt, sinon,
catalogués dans les hyperactifs. Pour continuer avec les mots, du coup, j'ai pensé aussi au mot confiance, qui est un grand mot. Et en même temps, là, aujourd'hui, je pensais à ce mot confiance dans le sens confiance dans l'humanité. Je crois que je suis quelqu'un qui a vraiment confiance dans l'humanité, malgré tout ce qu'on voit. Bon, il y a des moments où je perds confiance quand même, hein, quand je vois les guerres, surtout, quand je vois comment certaines personnes meurent de faim alors que d'autres croulent sous les biens. J'ai des moments de doute. Et en même temps, je vois fleurir tellement d'alternatives à la société de consommation actuelle depuis de nombreuses années. Et en ce moment, puisque donc là, nous tournons cette vidéo en pleine période de confinement, des élans de solidarité dans toutes les directions que je trouve vraiment beaux. Et j'ai envie de continuer à croire. Alors, certains me targueront de naïveté, je pense, mais j'ai envie de continuer à croire qu'il y a une part vraiment magnifique au fond du cœur des humains. Et ça m'amène d'ailleurs, ouais, et ça m'amène, tu vois, tout de suite, parce que ça me fait sourire, à mon dernier mot qui est la joie. Que j'ai beaucoup aimé la définition d'Isabelle Filiosa qui dit que la joie, elle nous montre qu'on est sur notre chemin de vie au bon endroit. Bon endroit, ça semble être un jugement, mais en tous les cas, à l'endroit dans lequel on peut se réaliser. Et je le vis tellement de plus en plus depuis que j'ai arrêté d'être salariée, que j'ai arrêté de faire des choses qui ne me convenaient pas complètement, et que je me suis engagée sur cette voie de la thérapie, de l'accompagnement, de la formation dans ces domaines spécifiques que sont le développement personnel, le coaching parental, etc., les émotions, où je vis la joie du coup dans tous les domaines de ma vie, que ce soit ma vie personnelle, mais du coup énormément aussi dans ma vie professionnelle. Et ça, c'est bon. C'est quelque chose que je me dis souvent, j'aime ma vie. Alors, c'est un vrai bonheur. Oui, et c'est pas évident d'avoir cette satisfaction-là. Ouais. Merci pour ces 5 mots. Alors, je me demandais quelles étaient les questions que, en tant que coach parental, on te pose le plus souvent et comment est-ce que tu aimes bien y répondre? Moi, j'ai envie de te parler des questions qui m'ont le plus touchée. Par exemple, il y a très très peu de temps, on m'a dit « j'ai peur de trop m'occuper de mon bébé ». Ah oui. Et que ça lui donne de mauvaises habitudes, que ça le rende capricieux. Ça m'a touchée profondément. Je me suis dit, mais comment on peut imaginer qu'on s'occupe trop d'un bébé? Alors oui, bien sûr, on peut s'en occuper trop, c'est-à-dire être devancer les besoins, être sur son dos de longue, ne pas lui laisser de liberté de mouvement, etc. Là, j'entendais surtout une maman à qui on disait, tu t'en occupes trop, tu vas en faire un bébé capricieux. Et là, je lui ai répondu que telle qu'elle me décrivait la situation, on ne pouvait pas imaginer qu'elle s'occupait trop de son bébé. Elle s'occupait des besoins naturels d'un enfant il avait 8 mois, donc un tout petit, qui a besoin quand même d'une présence, qui a besoin que quelqu'un soit là, qui réponde à ses besoins, puisqu'il n'est pas en capacité de répondre à la plupart de ses besoins tout seul. Donc là, je dirais vraiment sur le sujet de la peur d'en faire trop. C'était aussi lié à cette idée que encore un bébé doit apprendre à se débrouiller tout seul, comme si c'était possible en fait. Alors qu'aujourd'hui, justement avec les neurosciences, comme tu le sais bien, on a découvert depuis un moment qu'un bébé il a un cerveau tellement immature que cette croyance qu'on avait qu'il pouvait s'entraîner à s'endormir tout seul, par exemple, elle est complètement fausse. Oui, et même effectivement, moi, c'est amusant parce que ça rejoint moi, c'est vraiment une question qui m'est vraiment souvent posée. Et oui, toi, là, j'imagine. Tout à fait. Donc, c'est amusant. C'est vraiment un beau point de rencontre. Oui. Une autre question qu'on m'a posée il n'y a pas encore très longtemps, et celle-ci qui revient plus souvent, et particulièrement dans les ateliers, c'est « oui, mais quand même, quand un enfant fait des bêtises, il faut bien le punir ». C'est que je suis touchée aussi par cette question qui montre bien à quel point certaines personnes ont intégré
qu'un enfant fait des bêtises, alors évidemment, ça dépend évidemment de quel âge a l'enfant dont on parle, mais qu'un enfant fait des bêtises et que la réponse aux bêtises soit la punition. Donc, si on commence par penser ce terme de bêtise, selon l'âge de l'enfant, un enfant fait plutôt des expériences que des bêtises parce qu'il n'a pas forcément la conscience qu'il est en train de faire une bêtise, au sens où l'entend le parent, et, et qu'en fait, ce qu'on a vraiment constaté, c'est qu'une punition va surtout servir à stopper, parce qu'on va parler fort, parce qu'on va avoir les yeux comme ça qui sont froncés, parce qu'on fait peur. Mais dans ce stop, ça va générer beaucoup de stress dans le cerveau de l'enfant. Ça va sans doute pas et quasiment jamais lui permettre de penser, s'il est en âge de penser, le lien entre l'action qu'il vient d'avoir et la réaction du parent et ce qu'il aurait, lui, peut-être dû faire à la place. Donc, on a vraiment constaté que la punition n'a pas beaucoup d'efficacité sur le long terme. Sinon, on le saurait, on n'en aurait plus besoin. On punirait un enfant une fois dans sa vie, puis c'est fini. Donc, puisqu'on est obligé de répéter les punitions, c'est bien que ça ne fonctionne pas. Et qu'en plus, un enfant, la plupart du temps, fait des expériences et il a plutôt besoin qu'on lui explique. Tiens, tu vois, quand tu pousses le verre, à un moment donné, hop, il tombe au bout de la table. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Comment on répare? Comment on ramasse? Comment on fait la prochaine fois? C'est comme pour nous, en fait, en vrai. Imaginons que chez une amie, maladroitement, on pousse notre tasse du coin de notre coude. Enfin, je sais pas si mais jamais notre ami va nous dire mais enfant, mais quelle bêtise, mais quel idiote es-tu, etc. Donc, moi, j'aime bien penser en termes de qu'est-ce qu'on ferait si c'était une amie quand on fait des bêtises et des accidents et des choses comme ça. Et Moi, j'ai comment je même réagis? envie d'aller plus loin. J'ai l'impression que c'est également ce que tu faisais avec nous en tant que formatrice. C'est-à-dire que souvent, quand on te posait une question, tiens, et dans tel cas, tu ferais quoi? Dans tel cas, tu ferais quoi? Souvent, tu nous renvoyais la question et en nous accompagnant dans notre processus de réflexion. Et c'était beaucoup plus formateur, en fait, quand tu faisais ça. Oui, merci. Merci de me dire ça, tu vois, parce que des fois, je fais des choses en tant que formatrice sans forcément me rendre compte de l'impact que ça peut avoir chez les stagiaires. Oui, c'est exactement ça. Moi, tu sais, je m'en étais rendu compte, c'est une petite aparté, je m'en étais rendu compte quand j'ai appris le solfège. Parce que plutôt que d'apprendre les gammes par cœur, je m'étais entraînée à les reconstruire Oh, en wow. fonction des espaces, etc. Et ça m'avait permis de les visualiser, de les comprendre d'une autre façon. Donc, c'est toujours vraiment comment je vais faire fonctionner mon cerveau pour acquérir de nouvelles compétences. Et dans cette histoire de bêtises et de punition, on est à cet endroit-là précisément. Tout à fait. Il y a une autre question qui me semble intéressante, c'est j'entends souvent les parents dire mon enfant ne supporte pas la frustration. Je pense que c'est assez intéressant. Je ne sais pas si tu as déjà fait une vidéo là-dessus. Ce qui est assez intéressant, je trouve, c'est que ce qui fait que les parents, à mon avis, imaginent que leur enfant ne supporte pas la frustration, c'est qu'en réponse à la frustration, l'enfant se met en colère. Et que les parents, ils ont besoin d'apprendre à faire le lien entre l'émotion de colère et la frustration, qui est un lien tout à fait naturel. Je suis frustrée, je suis en colère. Il se passe quelque chose dans ma vie qui ne fonctionne pas comme je le voudrais, je peux sentir de la colère. Et donc, la difficulté, c'est que, comme pour la plupart, on nous a interdit la colère, la plupart des parents ont de la difficulté à l'accueillir chez les enfants. Et le fait de voir leur enfant se mettre en colère, ils peuvent imaginer que leur enfant il va être mal élevé, qu'il ne va pas savoir gérer ses émotions, etc. Et supporter la frustration. Alors que du coup, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que si on accueille, c'est quand on accueille la colère de l'enfant suite à une frustration, qu'il apprend que la frustration c'est OK, que la colère c'est OK et qu'on peut apprendre à temporiser, qu'on peut apprendre à faire autrement, à recommencer, etc. Alors que quand on empêche la colère, l'expression de la colère saine suite à une frustration, tac, ça génère la tension en interne et l'enfant il n'apprend pas du tout
à gérer justement cette frustration. Au contraire, il est de plus en plus tendu. La frustration suivante vient tendre, étendre, 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 et c'est de plus en plus bruyant à chaque frustration. Mhm. Donc, on a vraiment besoin d'accueillir l'enfant dans sa colère. Oui, c'est juste d'être en colère quand notre tour qu'on vient de construire là avec nos caplas, elle est là-haut et elle tombe. Et moi, l'exemple que je donne souvent, c'est quand mon ordinateur ne va pas assez vite pour moi, parce qu'il rame, parce que voilà, parce qu'il y a une application qui plante, etc. Je sens par moment l'envie de le prendre, de le jeter comme ça. Ce Mhm. qui m'empêche de le faire, c'est que j'ai mon cerveau préfrontal qui est bien mature maintenant et qui me dit: «Oh, mais ma cocotte, si tu jettes ton ordinateur, il ira pas plus vite». Et on Mhm. a besoin de se souvenir qu'un enfant petit, il n'a pas cette zone qui peut le stopper. Et que du coup, il vit juste la montée de... Et que ce mouvement de jeter, ce mouvement comme ça, ben, c'est un mouvement tout à fait naturel suite à la frustration. Merci. Et du coup, ça m'amène vraiment à la question suivante, qui est la question de la bienveillance envers soi-même. Donc ça, c'est vraiment quelque chose un message pour moi central de se dire, ben, pour être bienveillant avec mon enfant, j'ai d'abord besoin d'être bienveillant envers moi-même. Mm. Ce qui va vraiment dans le sens de ce que tu disais avant et qui, pour moi, rebondit vraiment avec ce que tu transmets dans l'atelier, ben, la grammaire des émotions. Et comme tu animes aussi le stage mieux-être, ben, je me disais que le cycle mieux-être, bah, du coup, mieux vivre, pardon, je me suis dit que tu pouvais nous en parler sans doute un peu plus, un peu ouais, développer ce sujet-là. Oui. Oui, alors toi tu parles de bienveillance, moi je dirais que ça va au-delà, parce que bon, après la Sûr. bienveillance, ça dépend ce qu'on met derrière. Ce qui me semble important dans ce que tu dis, c'est qu'effectivement, euh, pour avoir les gestes les plus justes envers nos enfants, de les accueillir dans leurs émotions, les accueillir dans leurs besoins, on a fondamentalement besoin de se connaître intimement en tant qu'humain. Et pour ça, connaître notre fonctionnement émotionnel, notre fonctionnement en termes de besoins, savoir répondre à nos propres besoins, Mhm. parce que je vais te dire ça juste à toi, hein, mais en fait, on a des besoins tellement différents de nos enfants qu'on ne devrait pas vivre avec eux. Parce que là où ils ont besoin d'exubérance par moment, de sauter partout, nous, on aurait peut-être besoin de calme, Et oui. de tranquillité. Eux, ils ont besoin d'avoir tous leurs jouets autour, et puis nous, on aurait peut-être besoin d'avoir de l'espace propre, etc. On, on a besoin de s'adapter à des choses quand même très, très différentes. Il n'en reste pas moins que nous sommes les adultes et eux les enfants. Donc, on ne fait pas la moitié du chemin, quoi. C'est nous qui faisons le chemin en entier. Le Mhm. temps que l'enfant grandisse et puisse apprendre de notre façon d'être, son bout de chemin à faire. Donc, tous ces outils, toutes ces techniques, tous ces ateliers, la grammaire des émotions, mieux vivre, ça m'invite vraiment à mieux me connaître, à savoir comment je me suis construite. Parce qu'évidemment, on est dans un environnement qui va nous amener à développer des comportements en fonction des expériences de vie qu'on va rencontrer, etc. Donc, j'ai besoin de savoir, tiens, qu'est-ce qui fait que je n'arrive jamais à me mettre en colère? Qu'est-ce qui fait que je ne sente pas la peur? Qu'est-ce qui fait que quand quelque chose devrait me mettre en colère, je vais être triste à la place, etc. Comment j'ai construit mon fonctionnement? Prendre soin de moi, et la première bienveillance, si on garde ce mot bienveillance, c'est envers l'enfant que j'ai été, que Mhm. j'ai besoin de voir. L'enfant que j'ai été, qui a été blessé, qui a vécu des choses difficiles, qui n'a pas eu tout le temps ce dont il avait besoin, et c'est normal, dans le meilleur des cas, hein, c'est normal. Et donc, la première des bienveillances et des attentions, ce serait pour cet enfant-là. Mhm. Parce que c'est en prenant soin de cet enfant-là que je prends soin de l'adulte que je suis devenue, que je peux vraiment prendre soin de l'enfant. Si je peux entendre que j'ai besoin de repos, par exemple, je vais Mhm. pouvoir demander de l'aide à quelqu'un. Si je n'entends pas que j'ai besoin de repos, je vais aller continuer à faire ce que je fais et peut-être pas être tout à fait adapté aux besoins de mes enfants parce que je ne suis pas en écoute de mes propres besoins. Et puis, c'est amener aussi de la responsabilité, du coup. Oui, tout à fait. Et tu vois, quand tu parles de la grammaire des émotions et de mieux vivre
avec mes émotions et dans mes relations, le titre complet. C'est quand même 5 modules de 4 jours, donc c'est du temps. C'est du temps pris pour vraiment explorer toutes ces dimensions. D'un point de vue général, théorique, sur toutes les relations qui régissent, toutes les lois qui régissent les relations humaines, mais aussi d'un point de vue très spécifique de ma constitution, ma croissance, comment je me suis développée avec toutes ces relations autour de moi. Ça doit être un sacré chemin de vie d'accompagner du coup toutes ces personnes que tu vois se transformer. Moi, c'est quelque chose qui me fascine dans ton travail, c'est ce côté-là. Ouais. Et je dois dire que dans mon travail d'aujourd'hui, c'est la partie que je préfère. Mm. La formation, parce que justement, c'est pas une formation. Alors plutôt que c'est pas une formation, c'est une formation de développement personnel énormément, et même dans le coaching parental. Oui. Parce que dans cette longue formation de 3 ans en coaching parental, euh, c'est le développement des personnes entre le premier jour du premier module et le module intégration, le dernier des 3 ans, c'est juste énorme. Et moi, être l'observatrice, mais pas simplement observatrice, parce que je suis l'actrice aussi de ces modifications, c'est merveilleux. J'ai l'impression là, j'ai un lien qui me vient alors que je jardine pas du tout. Je sais pas pourquoi ça me vient en termes de plantes. Je vois comme si je plantais des graines et que, en plus de les planter, j'ai la chance de les voir fleurir. Parce que des fois, je plante des graines depuis longtemps. Je travaille je travaille avec des enfants depuis de nombreuses années. Donc j'ai planté des graines, c'est certain, comme toutes ces personnes qui accompagnent les enfants. Je ne les ai pas toujours vues germer. Mm. Et là, j'aime bien justement cette notion de durée, soit avec les personnes comme toi qui font la formation de coach parental et donc que je peux observer et suivre pendant 3 ans, soit avec les personnes qui font mieux vivre tous les modules, même s'ils ne les font pas tous à la suite, mais qui reviennent. Hein. Et voir cette évolution, pour moi, c'est un grand bonheur. Et puis surtout, c'est une vraie évolution de moi aussi. Ah oui, toi aussi, Parce donc tu continues, tu sens que tu Ah bah continues. oui, bien sûr. Bien sûr, parce qu'à chaque fois, tu sais, ça tourne. Tout Oui. ce que je vous donne, c'est vraiment le cercle vertueux. C'est-à-dire ce que je donne, c'est aussi parce que je reçois que je peux le donner. Mm. C'est comme quand on parle du réservoir d'adaptation de l'enfant. Le parent peut remplir le réservoir d'adaptation de l'enfant si son propre réservoir se remplit également. Mm. Parce que quand le parent il est à sec, il ne peut plus rien remplir chez l'enfant. Donc moi, si j'ai autant de bonheur à faire ce métier, c'est parce que je reçois énormément également. Et donc, dans le cycle Mieux Vivre, est-ce que tu as envie, enfin, moi, ça m'intéresserait que tu en parles un peu pour les personnes qui pourraient être intéressées et qui regardent cette vidéo? Mhm. Alors, Mieux vivre, c'est une formation de 5 modules qui a été créée par Isabelle Filiosa également, qui sont 5 modules qui vont reprendre des thèmes spécifiques. Donc, on a le premier sur le regard et les lois de la relation. Donc, on est vraiment sur les lois qui régissent la relation, qui ont été beaucoup développées par Eric Berne et l'analyse transactionnelle. Et comment, par le regard, déjà, j'entre en relation avec quelqu'un ou pas, et tout ce que me raconte le regard. Il y a un module sur l'écoute. Mhm. Qu'est-ce que c'est que l'écoute? Et alors, c'est un module où on va découvrir que l'écoute, ça se fait avec les oreilles et le corps, mais pas avec la bouche tellement. Et c'est une grande découverte pour beaucoup de personnes, puisqu'on a beaucoup l'habitude d'écouter en parlant, en fait. Oui. Enfin, avoir l'illusion qu'on écoute en parlant beaucoup. Il y a un module sur ce qu'on appelle l'alphabétisation émotionnelle. C'est vraiment de découvrir, une fois qu'on a fait la grammaire des émotions, qu'on a vu un peu comment fonctionnent les émotions, où est-ce que j'en suis de ma propre échelle, moi, émotionnelle. L'alphabétisation émotionnelle, c'est un concept développé par Claude Steiner qui parle vraiment de ce qu'on appelle l'anesthésie, donc des personnes qui ont coupé tout ressenti, tout pour se protéger aux personnes qui sont en interaction, en empathie. Et comment je peux progresser le long de cette échelle. Donc vraiment, dans ce module-là, par exemple, on va beaucoup travailler sur les émotions de peur et de tristesse. Dans le premier module, le regard, on va travailler surtout sur l'émotion de honte, puisque la honte, qui est une émotion toxique au possible, la plupart du temps,
c'est quelque chose qu'on ressent beaucoup à travers le regard. Mhm. On a un module sur la confiance en soi et la gestion de conflits, donc qui est assez, donc on va travailler évidemment l'émotion de colère et qui est assez intéressant sur comment on développe les différents niveaux de confiance. On pourra en reparler au sujet du cahier Filiosa, mais également quels sont les différents outils qu'on peut avoir pour gérer des conflits et qu'est-ce que c'est d'abord un conflit. Et on pourra en parler aussi avec le deuxième cahier que j'ai coécrit. Et puis, alors je crois que je suis un module sur l'attachement, la fameuse théorie de l'attachement et ce qu'on appelle le contact et les ruptures de contact. Ce qui fait que on grandit toujours en relation avec d'autres êtres humains et c'est par le contact qu'on a avec eux, en interne, en externe avec eux, et par les ruptures de contact qu'on va développer des stratégies de survie ou de vie. Ça, c'est un résumé un peu résumé. Il faut, sinon notre vidéo va durer. C'est ça. Mais vraiment, je peux en raconter plus aux personnes qui m'écrivent ou qui m'appellent. Bah oui, bien sûr. Je mettrai de toute façon les liens vers enfin, toutes les informations sur toi pour que les gens puissent te contacter. Moi, du coup, ça m'a fait penser à une question que j'ai envie de rajouter. C'est que tu parlais du fait de s'adapter à l'enfant, de s'adapter à ses besoins. Et souvent, évidemment, une réflexion qui peut venir à ce moment-là de la part des parents, c'est la question du laxisme. Mmh. Tiens, je dois m'adapter à mon enfant et c'est pas lui qui doit s'adapter, mais enfin, il va devenir un enfant roi, il doit bien apprendre, le monde est difficile, donc il faut, etc. Enfin, tu connais bien, je pense ça. Et donc, qu'est-ce que tu aimes bien répondre face à ça? Bah, ce que je trouve intéressant, c'est que souvent, en fait, à cet endroit-là, on confond les besoins et les envies. Mmh. Quand on parle de besoins, on est vraiment sur la base, alors d'abord des besoins physiologiques. Quand on est un tout petit bébé qu'on vient de naître, et ben, c'est nos parents qui ont besoin de venir nous nourrir quand on a faim. Je veux dire, c'est la base, quoi. Sur ces besoins-là, les gens, généralement, discutent pas trop. Mmh. Besoin de sommeil, besoin de propreté, besoin de confort, tout ça, on discute pas trop. Après, on a des besoins de mouvement libre, des besoins de réalisation, des besoins. Justement, là, on parlait des bêtises tout à l'heure. Mmh. Un enfant qui grimpe sur une armoire pour aller atteindre un objet qui l'attire tout là-haut, il n'est pas en train de faire une bêtise. Il est en train de répondre à un besoin naturel d'exploration, par Mmh. exemple. Et c'est ça quand je dis s'adapter. Ça ne veut pas dire bah, je le laisse monter sur le toit de la maison parce qu'il a vu un oiseau et qu'il veut l'attraper. Ça veut dire que je comprends en termes de besoins où est-ce qu'il en est. Et après, moi, j'adapte en termes de sécurité, en termes de réalisation possible ou pas. Et, et en fait, ça en fait pas des enfants rois, ça en fait des enfants qui se connaissent parce Mmh. ils ont pu explorer leurs besoins. Mais c'est pas, j'ai pas besoin de manger une tablette de chocolat avant le repas. Ça, c'est Mmh. une envie. C'est très différent. Oui, et c'est ça qui est souvent en fait difficile, c'est la différence entre besoin et envie, c'est vraiment ce que tu Tout à soulèves. fait. Mmh. C'est ça. Et ça, on a besoin de se questionner sur cette différence, déjà nous en termes d'adultes. Mmh. Tu vois, si, par exemple, je me souviens d'une dame qui disait j'ai besoin que le salon il soit rangé quand je rentre ce soir. Elle était en stage. Et puis le Mmh. lendemain, elle revient, le salon n'était pas rangé quand elle est revenue, donc elle était très fâchée. Et j'explorais avec elle quel était ce besoin. Est-ce qu'elle avait besoin que le salon soit rangé pour pouvoir se poser tranquillement et savourer sa soirée? Quelle était l'origine de ce besoin? En réalité, son besoin, c'était qu'elle avait besoin que son mari lui montre qu'il tenait à elle. Mmh. Or, son mari, il n'avait pas rangé le salon, mais il avait préparé un petit repas Mmh. pour qu'ils puissent manger tous les deux tranquillement le soir. Ça, c'est vraiment un problème de besoin. Tu Oui, vois ce que je veux dire oui, oui, oui. parce qu'on confond, c'est-à-dire qu'elle avait tellement accroché sur le rangement du salon son besoin Mmh. que elle n'arrivait pas à se décoller de là pour voir que le mari avait fait quelque chose pour lui montrer qu'il tenait à elle et qu'il avait envie de passer une bonne soirée avec elle. Donc nous-mêmes, on a déjà besoin de vérifier besoin, envie et qu'est-ce qui est caché sous ce besoin en vrai. Et ça rejoint vraiment ce qui, moi,
est une des choses qui m'anime le plus dans le fait d'être parent et dans le fait d'être coach parental, c'est à quel point le fait d'être devenu parent et d'être dans ce travail-là amène à se questionner soi-même sans arrêt, de se remettre en question, de s'interroger, de faire stop, mais là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe pour moi avant toute chose? Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai particulièrement apprécié chez toi aussi en tant que formatrice. Je trouve que tu es très attentive à pointer, à faire ce stop. Tiens, mais qu'est-ce qui se passe là pour toi? Et même parfois, je me souviens que tu commençais à nous expliquer quelque chose, et puis tu disais, ouais, mais attends, là, stop, là, hop, et tu réinterrogeais la question qu'on t'avait posée. Et c'est extrêmement formateur, vraiment extrêmement formateur. Ben, je me rends compte que tu m'as vraiment observée en tant que formatrice. Et je suis assez. Comme si tu avais observé, parce que tu as pris beaucoup le contenu aussi. Et en même temps, j'ai l'impression que tu as beaucoup observé ma posture de formatrice. J'aime bien tes retours parce que ça me donne de l'info des fois sur ce que je fais. Ce n'est pas la première fois, hors cette vidéo, tu m'as déjà fait des retours qui m'ont permis de comprendre comment fonctionne mon cerveau. C'est très enrichissant du coup, parce que des fois, je ne sais pas exactement pour quelle raison je fais telle ou telle chose. Ce n'est pas toujours très conscient. J'aime bien ton analyse. Écoute, tu m'invites à tes formations et à nouveau, des feedback là-dessus. Super, avec plaisir. Pour conclure sur le sujet sur lequel on était, je pense que cette histoire de besoin, ça permet aussi d'éviter les deux échecs, les deux écueils de la parentalité positive, c'est-à-dire l'épuisement des parents et cette croyance qu'on va en faire des enfants rois. Tout à fait. Parce que le besoin du parent et de l'enfant sont écoutés et nourris. Tout à fait. Je suis entièrement d'accord. Je dois avouer que moi, c'est quelque chose qui, pour moi, n'est pas assez compris, j'ai envie de dire, et que c'est souvent, ouais, je amène quelque part. Encore un sujet de vidéo. Ah, j'ai déjà fait un article sur mon blog sur ça. Un des malentendus de la parentalité positive. J'ai une série sur les malentendus de la parentalité positive, sur ce sujet-là. Ah, mais je n'ai pas vu, je vais aller regarder. Oh, écoute, bonne lecture, tu me diras ton avis. Alors, du coup, on en arrive à la question suivante, et qui est autour des livres que tu as écrits. Donc, tu as écrit différents ouvrages, mais là, j'avais envie de parler notamment les 2 cahiers Filiosa que tu as écrits. Donc, j'ai déjà parlé des cahiers Filiosa dans certaines de mes vidéos et des articles, parce que je les trouve vraiment extrêmement utiles en tant que parent, en tant que coach et en tant qu'accompagnant de l'enfant de manière générale. Et donc, j'avais envie de m'attarder sur les 2 cahiers que tu as écrits. Donc, tu en as écrit un sur les confiances en soi. Oui, et tu en as je les ai écrit un sur les confiances. Ah, super. N'hésitez pas, foncez, achetez-les. Donc, la confiance en soi. Et puis, on se dispute, on se réconcilie. Que j'ai coécrit avec mon amie Chantal Rogeman, avec laquelle, par exemple, on se dispute, on se réconcilie. C'est quand même, Chantal et moi, on fait du théâtre forum depuis des années. Et dans le théâtre forum, c'est quand même, on utilise cet outil de théâtre forum pour gérer les conflits, en fait. Et donc, ça venait tout naturellement qu'on écrive ce livre sur les disputes ensemble. Dans ce livre, on va vraiment trouver, alors c'est pour ceux qui ne connaissent pas encore cet outil, c'est vraiment un livre d'activités pour les enfants, des activités qu'ils vont réaliser à l'intérieur du cahier. Et dans celui-ci, par exemple, on va apprendre qu'est-ce que c'est qu'un conflit. Parce que la plupart des humains ont peur du conflit. C'est exactement le même endroit que la colère, en vrai. On a peur du conflit parce qu'on confond avec la violence. Comme on a peur de la colère parce qu'on confond avec la violence. Le conflit, pour la plupart des humains, c'est déjà de la violence, c'est déjà de la bagarre, des insultes, etc. Or, à la base, un conflit, c'est qu'on est 2, ou plusieurs, mais au minimum 2. Et puis, on n'a pas le même point de vue, la même idée, la même envie. Et ce n'est pas seulement un désaccord parce qu'il y a aussi une petite charge émotionnelle. Donc, il y a une intensité qui va faire que ça devient un conflit. Mais on n'est pas encore en train de se battre. La violence, la bagarre, les insultes, c'est l'issue qui peut être dramatique du conflit. Et il y a plein d'autres issues possibles. Et le conflit,
c'est fondamental d'apprendre à gérer ces conflits pour la bonne raison que si je ne gère pas mes conflits, forcément là je vais être violente parce que la violence est l'échec du conflit. C'est-à-dire que je n'ai pas réussi à trouver une autre façon de gérer cette chose qui ne fonctionnait pas entre nous que en discutant, en trouvant une option commune, en cherchant des solutions qui pourraient nous convenir, comme on fait dans la médiation par les pairs qu'on est en train de travailler. Donc ça, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment important parce que ça nous donne des clés sur comment réagir différemment. Et d'ailleurs, ça me fait penser au début de ta vidéo sur la grammaire des émotions, tu parles de ça. Oui. Comment tu gérais tes conflits avant et comment tu fais maintenant que tu as appris qu'il y avait d'autres façons de faire. Et c'est ça, c'est qu'il y a vraiment d'autres façons de faire. Et puis le cahier sur la confiance en soi, donc sur le même format avec des exercices, hein, qui parle de comment se construisent les différents stades de la confiance en soi. Puisqu'en fait, on entend beaucoup parler de la confiance en soi, mais en réalité, ce n'est pas une confiance en soi comme ça qu'il faudrait avoir de façon absolue. C'est différents stades qui vont se construire au fil des années de développement de l'enfant. Je prends le temps de les décrire ou... Oui, avec énormément de plaisir. Donc, en fait, on a 4 stades de confiance qui vont se développer au fil du temps. Tout d'abord, vraiment chez les tout petits, et à travers la théorie de l'attachement, à travers justement la réponse que les parents vont donner à l'expression des besoins du bébé, le bébé, il construit sa première couche qu'on appelle la sécurité intérieure. C'est la confiance de base. C'est là-dessus que tout va pouvoir... Tu vois pas, mes mains, elles sont au niveau de mon sacrum, pas mon sacrum parce que je suis devant, mais de mon plancher pelvien, parce que c'est vraiment, tu vois, toi qui fais de la méditation, de yoga, tout ça, c'est de là que ça va partir pour pouvoir grandir et pousser. Donc vraiment la confiance de base. Et puis l'enfant grandit, il explore, et puis à un moment donné, il dit non, non. Et en France, on appelle ça l'âge de l'opposition. Or, c'est plutôt, dans d'autres pays, on appelle ça, attends, j'ai un trou de mémoire, l'âge de l'affirmation de soi. Ah, Puisque oui. je dis non pour pouvoir me différencier de toi. Donc, je dis non à papa, je dis non à maman, à nounou, etc. pour me différencier. Ben, je vais me différencier parce que j'ai besoin de savoir ce qui est bon pour moi, pas ce qui est bon pour toi. Donc, si tu me dis qu'il fait froid, qu'il faut que je mette un pull, et c'est les il faut volontaires, je te dis non. Parce que j'ai besoin d'abord de savoir si moi, j'ai besoin de mettre un pull ou pas. Et donc, le fait d'accueillir le nom de l'enfant de 2 ans, je dis 2 ans, hein, tu sais, les âges, c'est Oui, oui, bien sûr. ça va lui permettre de développer ce qu'on appelle la confiance en sa personne propre. Qui je suis. D'abord, c'est je suis, sécurité intérieure, puis ensuite, c'est qui je suis, sécurité en sa personne propre. Et puis, l'enfant, il grandit, et puis, il dit tout seul, il veut faire tout seul. Il a besoin d'expérimenter ce qu'il est en capacité de faire, et ce qu'il n'est pas en capacité encore de faire, comment il va apprendre à faire ce qu'il ne sait pas encore faire. Et en faisant tout ça, il développe la confiance en ses compétences. Donc, tout ce que je sais déjà faire et tout ce que je suis en capacité de faire. Quand on accompagne l'enfant à échouer, à recommencer, à échouer à nouveau, à recommencer, il acquiert une chose énorme qui est vraiment la capacité d'apprendre. C'est là que ça se fait. Parce que sinon, c'est comme si on devait savoir faire avant d'apprendre à faire. Quelle que soit la chose d'ailleurs. Hein. Et puis, plus grand, quand il va vraiment rentrer à la rencontre de l'autre à l'école, mais aussi sortir de l'âge de développement égocentré, tu sais, où quand il est tout petit, il est au centre du monde et tout le monde tourne autour de lui. Et puis, d'un coup, vers ce qu'on appelle l'âge de raison, entre 6 et 7 ans, il découvre que l'autre, il est comme lui, il est au centre du monde, lui aussi. Ah, puis lui aussi, il est au centre du monde. Ah, puis en fait, on est plein à être au centre du monde. Et donc là, il va pouvoir découvrir que finalement, au centre du monde, il n'y a personne, que chacun est au centre de son monde et de son histoire et en réalité en relation avec les autres. Et il pourra développer en fonction de ses relations justement sa confiance relationnelle. Et donc ces 4 couches de confiance, tu vois, c'est beaucoup plus riche et précis que la confiance en soi.
Mhm. Parce qu'une personne qui va manquer de confiance, eh ben, on va pouvoir explorer de quelle confiance on parle. Qu'est-ce qui se passe pour elle? Est-ce que c'est difficile pour elle d'aller vers les autres? Est-ce que c'est difficile de savoir vraiment choisir entre une chose ou une autre? Est-ce que c'est plutôt difficile de se mettre à l'action, etc. Et donc, du coup, c'est ça que les parents. Donc, parce que ce qui est important de savoir, c'est que ce que j'aime vraiment bien dans ces cahiers, c'est que d'une part, il y a tous des exercices pratiques à faire avec l'enfant ou que l'enfant peut faire tout seul en fonction de l'âge, et une partie Mm. aussi pour le parent pour qu'il puisse l'accompagner. Et donc, je trouve ça Ça, super chouette parce que quelque part, c'est un peu comme ça que je vois mon job de coach parental aussi, c'est rendre le parent le plus autonome possible et que le parent ait le moins besoin de moi. mm. Et donc, ben voilà, c'est ce qu'il y a aussi dans ce cahier. Et donc, quand est-ce que tu inviterais un parent à explorer ce cahier-là? Mais toujours. Parce que, non, mais Ouais, sérieusement, je tu sais vois, pas. j'en ai certains dans ma bibliothèque, là, je ne les ai pas tous, mais pour moi, ces cahiers, ce type de cahier, hein, c'est pas bon, évidemment, hein, je vais plutôt faire de la pub pour les nôtres, parce qu'ils sont vraiment géniaux, parce que tous ceux de mes collègues aussi sont fabuleux. Mm. En fait, quand même, bien avant que ces cahiers existent, moi, je faisais déjà des formations dans les écoles sur ce genre de sujet, parce que pour moi, c'est la base de notre éducation. C'est notre éducation relationnelle, émotionnelle, c'est notre intelligence émotionnelle qui est là. C'est-à-dire que dans chacun de ces cahiers, chaque enfant peut apprendre quelque chose. Dans tous, même si je n'ai pas de problème apparent de confiance en moi, je peux apprendre des choses. Mhm. Et je pense que tous ces cahiers sont à mettre entre les mains de tous les enfants. Parce que dès les petites classes, on a besoin d'apprendre qu'est-ce que c'est une émotion, est-ce que c'est normal d'être triste dans cette situation, d'être en colère dans celle-ci, etc. Dès tout Mhm. petit. Et si on apprenait ça dans les petites classes, t'imagines un peu comment on gérerait nos Ah oui. conflits justement un peu plus grands? Si on savait dire, bah, tu sais, là, quand tu as fait ça, je me suis vraiment sentie en colère. Mhm. Waouh, ce serait tellement génial. Ça rejoint aussi ce que je pense de la grammaire des émotions. C'est quelque chose qui devrait être. Moi, je me souviens après l'avoir fait, c'était vraiment ça. C'était mais pourquoi c'est pas en maternelle que j'ai eu cette formation-là, quoi. C'est la base. Mm. En maternelle, on ne fera pas la grammaire des émotions, mais par contre, bien sûr, tous les jeux, parce qu'en plus aujourd'hui, il y a pléthore d'activités, de jeux, de livres autour des émotions, depuis les maternelles jusqu'à même en crèche, on peut commencer. Moi, j'aimerais quand même savoir, à part des confiances justement, qu'est-ce que tu aurais envie de transmettre, par exemple, un outil concret qu'un parent pourrait mettre en place justement par rapport à ça? Ou est-ce que c'est trop vaste comme question? C'est vaste parce que justement, là, puisqu'on vient de dire qu'il y a 4 niveaux, de quelle confiance parlons-nous? Et le premier quand même qui me vient à l'esprit, c'est l'erreur. Mhm. Le premier auquel j'ai pensé quand tu m'as posé la question, donc je vais partager celui-là plutôt, de repenser l'erreur différemment. On est dans un monde où dès qu'on fait une erreur, on nous la signifie, Mhm. on nous dit beaucoup tout ce qu'on a mal fait, on nous dit assez peu ce qu'on a fait de bien, entre guillemets. À l'école, on nous met du rouge sur nos copies plutôt que du vert sur tout ce qu'on a bien su écrire, par exemple dans une dictée. On va barrer en rouge les 5 mots qui sont faux au Mhm. lieu d'entourer en vert les 25 qui sont justes. Oui. Et donc, moi, j'aurais envie de dire, apprenons à utiliser l'erreur comme une source d'enseignement plutôt que comme une catastrophe. Ok, j'ai pas su écrire ce mot. Tiens, qu'est-ce qui m'a manqué dans mon apprentissage? Qu'est-ce qui fait que celui-ci, il s'enregistre pas dans mon cerveau? Est-ce qu'il y a quelque chose dont j'aurais besoin pour m'aider? J'ai Mhm. pas su faire cet exercice. Est-ce qu'il me manque une information? J'arrive pas à nouer mes lacets. Peut-être qu'il y a une chose que j'ai pas comprise dans comment les boucles se forment, etc. Plutôt d'aller observer l'erreur comme étant quelque chose qui nous donne de l'information. Et le jour où les instits, bon, je sais qu'il y en a parce que je connais des instits et des profs extraordinaires, mais où une majorité d'instits diront, je vois que cet exercice, une majorité d'élèves ne l'ont pas réussi, ne l'a pas réussi, ça veut dire que sans doute, il a manqué des choses dans mes indications, qui va reprendre à son compte le fait que si beaucoup d'élèves dans une classe n'ont pas compris un exercice, par exemple, c'est Mhm. pas seulement lié à tous les élèves, c'est peut-être lié à l'explication.
au mode sensoriel, etc. Bon, ça, c'est encore un autre sujet, un vaste sujet. En tous les cas, remettre l'erreur comme une source d'apprentissage, une source Mhm. d'information et d'apprentissage. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui n'osent plus faire, et beaucoup d'adultes qui ne se lancent dans rien parce qu'ils ont peur d'échouer. Ok, et alors du coup, pour le deuxième livre, celui sur les... Dispute. Mhm. Je pense que à la base, ce qui est intéressant, c'est de comprendre ce que c'est qu'un conflit. Mhm. Donc, je dirais vraiment les premières pages de compréhension de ce que c'est qu'un conflit pour plus en avoir peur. Mhm. Isabelle Filiosa, elle dit souvent que quand elle a créé la grammaire des émotions, son objectif, c'était qu'on n'ait plus peur des émotions, plus Mhm. peur de les vivre, plus peur de les sentir. Pour moi, l'objectif de ce genre d'ouvrage, c'est la même chose. C'est qu'on n'ait plus peur du conflit, qu'on considère le conflit comme un moteur de vie. Parce que grâce au conflit, on va aussi apprendre à découvrir l'autre, etc. Donc voilà, je dirais que vraiment la partie importante, c'est d'abord de comprendre ce que c'est qu'un conflit et de ne plus en avoir peur. Si, par exemple, cette page, ce que j'aime bien, c'est l'histoire de la piscine. Beaucoup de conflits viennent du fait du manque de précision dans notre échange et donc viennent de la communication. Par exemple, dans cet exemple-là, ces deux enfants qui se donnent rendez-vous à la piscine à 4 heures et qui s'attendent impatiemment alors que tous les deux sont à la piscine à 4 heures. Il y en a un qui est devant la piscine et il y en a un qui est dans la piscine. Tous les deux s'énervent que l'autre ne soit pas là. Et il leur a manqué la précision de l'endroit exact où ils devaient Ben se oui. rencontrer. Donc oui, ça pourrait être ça. Une des façons d'éviter de s'énerver contre quelqu'un, c'est déjà d'aller affiner la communication Mhm. Et d'écouter du coup. et d'écouter. Et Tout est si dans... ce n'est pas assez précis pour moi, quand ce n'est pas assez précis, je redemande des Mhm. précisions, je pose des questions, jusqu'à ce que ce soit vraiment clair pour les deux personnes. On va se retrouver au bon endroit, par exemple, pour un rendez-vous. Ce qu'on perd déjà beaucoup avec notre ère hyper connectée. On se donne rendez-vous, mais en fait, voilà, le C'est nombre de ça. fois où on se doit se téléphoner parce qu'on ne sait pas où est l'autre. Ah, mais j'avais pas de C'est ça. réseau. Mm. Exactement. Alors, une autre question que j'avais envie de te poser, bah, comme je suis doula et que j'accompagne du coup des parents bah, dès le désir de grossesse, pendant la grossesse et vraiment les tout premiers temps, bah, qu'est-ce que tu aurais envie de dire en tant que coach parental à des futurs parents ou à une future maman? À des parents qui ne sont pas encore parents, qui sont futurs parents, qui ont une envie d'enfant, qui ont une envie ou des mamans qui sont enceintes, avec des papas qui sont enceintes, je ne sais pas si ça se dit. Je le dis en tout cas. Tu le dis? C'est vrai, tu le dis ça, toi? J'aurais envie de dire, si vous avez un nœud dans votre histoire d'enfant, allez regarder pendant que le vôtre, il n'est pas né. Mhm. Je dis ça parce que j'ai accompagné une de mes amies à la naissance de sa fille et donc j'ai participé à un des derniers rendez-vous avec la sage-femme. Le rendez-vous, elle nous présentait la maternité. Et pendant ce rendez-vous, j'ai entendu une maman qui disait: j'ai très peur de donner son premier bain à mon bébé. Et à ce moment-là, évidemment, moi j'étais là en tant qu'amie, mais il y a évidemment ma tête de thérapeute et de coach qui s'est dit: mais tiens, c'est dommage de laisser cette maman avec sa peur. Mhm. C'est intéressant d'explorer ce qui fait qu'elle a peur. Tout à fait. Peut-être qu'elle pourrait libérer et que le premier bain qu'elle va donner à son bébé se passera sans la peur. Et j'aurais envie de dire ça. Si vous vous rendez compte qu'il y a des choses dont vous avez peur ou, ou qui, voilà, qui causent un souci, un stress, allez voir quelqu'un avant. Parlez-en avant. Cherchez à travailler, à traverser cet endroit parce que ça sera un poids en moins pour le moment où vous aurez votre bébé dans les bras. Mhm. C'est quelque chose qui est très intéressant parce que ça rejoint parfaitement une des parties de mon accompagnement quand j'accompagne pour une naissance, c'est explorer de Mm. quoi ils ont le plus peur pour la naissance. Qu'est-ce qui se... Mm. Et d'explorer ça pour justement, quand on est dans la situation d'accouchement, bah, le vivre de manière beaucoup plus sereine. Mm.
Et si j'ai le temps de dire une deuxième chose, Oui, j'aurais envie de on leur attend. proposer, d'écouter leur intuition plutôt que les conseils des tatas, des tontons, des mamies, des voisines, toutes ces choses que les parents entendent, tous les il faut, tous les il faut pas, et de plutôt écouter à l'intérieur de leur cœur comment ça fait. Parce que j'ai entendu une maman qui me disait, par exemple, je laisse pleurer mon bébé dans son lit parce qu'on m'a dit qu'il fallait que je fasse comme ça. Et quand je lui ai demandé comment ça fait dans votre cœur, elle me dit, oh, je déteste. Bon, super, c'est la bonne voie. Vous Mm. détestez pas. Et c'est la même chose pour les bonnes choses. On m'a demandé il n'y a pas très longtemps dans un journal, est-ce que vous êtes pour le cododo, pour l'allaitement? Et moi, j'ai répondu qu'en fait, il vaut mieux un biberon dans le lien, l'amour et la détente qu'un allaitement dans le stress, parce qu'il faut allaiter. Donc, je pense que ce qui est vraiment important, c'est que la maman, mais ça rejoint ce qu'on se disait tout à l'heure sur les besoins, que la maman, le papa, ils sentent à l'intérieur d'eux aussi là où ils sont OK, là où ils sont pas OK en profondeur. Mhm. Et on en arrive à ma dernière question. Donc, on est en période de confinement pour le moment et on voit beaucoup de choses passer sur la parentalité, beaucoup d'injonctions à faire des choses ou ne pas faire certaines choses. Qu'est-ce que tu aurais envie de transmettre du coup aux parents en confinement avec leurs enfants? Lâcher la pression des devoirs. Parce que sur le numéro vert Enfance et Covid qu'on a mis en place et sur lequel donc je réponds à certains appels comme toi et ah non, peut-être pas toi en Belgique du coup. Non, mais je suis Bon, sur la ligne d'appel pour le burn-out parental en Belgique. voilà. Et ben, tu dois avoir eu ce genre d'expérience. Une des sources de stress vraiment, vraiment, vraiment présentes aujourd'hui dans le quotidien des parents confinés avec leurs enfants, c'est qu'en plus de devoir vraiment, pour la plupart, télétravailler, Tout à fait. ils doivent faire l'école comme s'ils étaient des instits. Et ça, bon, une fois de plus, il n'y a pas d'égalité, hein, parce que tous les instits ne mettent pas une grosse pression aux enfants, et tous les profs non plus. Mais il y a quand même, moi j'ai eu beaucoup d'appels avec des parents qui sont stressés, qui ne savent plus comment s'en sortir. Pour moi, ça peut créer encore une source de clivage entre les familles dans lesquelles on a le matériel, parce que du coup, ça nécessite du matériel, le matériel pour que les enfants fassent leurs devoirs de façon confortable, je dirais, en termes de connexion Internet, ordinateur, imprimante, etc. Et puis les familles dans lesquelles ce n'est pas possible. Donc, ça crée encore plus le fossé. Et puis, ça crée une pression de dingue aux parents qui ne sont pas tous en mesure d'accompagner avec calme les enfants sur les devoirs. Donc déjà, quand ils avaient juste les devoirs du soir, certains parents, ils s'arrachaient les cheveux. Alors quand maintenant, c'est toute la journée, parce que certains parents, ils nous témoignent qu'ils passent 4-5 heures par jour. Les parents ne sont pas devenus des instits. Oui. Moi, ça me rend un peu folle, en vrai, parce que ça voudrait dire en plus que le métier d'instit, ça vaut rien. Hein. Si on peut tous devenir des instits sous prétexte qu'on est confinés, Tout en alors c'est un télétravaillant en métier, même temps aussi. Hein. mais en télétravaillant. Et j'avais même une des mamans qui m'a téléphoné, c'était une institutrice justement, qui tout en pas télétravaillant, mais tout en devant gérer sa classe, avait ses propres enfants à la maison, donc on devient fou. Donc, une des premières choses que j'aurais envie de dire, c'est on se calme, on se repose, on fait ce qu'on peut aussi parce que ça permet aux enfants d'avoir des activités, d'avoir des choses à faire. Est-ce que tu On as peut- envie de conclure par un mot de la fin? Mais la fin de quoi? Ça peut être ça le mot de la fin. Là, Le commencement en fait. c'est ça, c'est la suite. Et d'ailleurs, en parlant de ce n'est que le commencement, si jamais vous avez des questions que vous aimeriez bien, que vous auriez voulu que je pose à Violaine et que je n'ai pas posées, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et pourquoi pas, je pourrais tout à fait avec grand plaisir. En fait, ça m'arrangerait. Donc, allez-y, posez des questions. Comme ça, je referai une interview de Violaine où je pourrais
développer d'autres thématiques. Donc, faites-vous plaisir, allez-y. J'allais dire profitez-en parce que pour l'instant, vous savez où me trouver. Ce qui n'est pas gagné quand on sera enfin sorti. C'est vrai. Puisque je bouge beaucoup. Merci à toi, Maëlys. À bientôt. À bientôt.